13h, 14h, Europe 1 Info. 13h12 et bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être à l'instant. Europe 1 Info avec l'actualité décryptée. Autour de vous, Charles Lullier, deux débatteurs. Il s'agit du chroniqueur politique Elliott Maman, mais aussi Sébastien Ligné, journaliste politique. Bonjour Sébastien, comment allez-vous ? Mais très bien, et vous ? Formidable, ravi de vous voir en costume. Mais comme toujours. Un peu austère. Mais c'est la rentrée. Un peu austère, mais j'aime beaucoup. Voilà, d'accord. Ça commence direct. Très élégant. Très élégant. Non, il est très élégant. Costume noir. J'anticipe un peu la baisse des températures. Costume d'automne, c'est effectivement. pas tout de suite, mais bon. J'ai mal écouté la météo. Mais voilà, vous avez le crâne rasé. Mais et bien sûr. Effectivement, vous êtes très bien habillé. Je suis prêt, comme un nouvel écolier. Prêt pour cette nouvelle saison. Elliott Maman, style beaucoup plus décontracté, mais ça ne nous déplaît pas. Bonjour c'est Elliott. gentil, merci. Comment C'est tout le contraire, en effet. Bonjour, mais très bien. Mais on est assez éclectique à Europe 1, donc on apprécie. Bon, alors, Mickey et Astérix ont-ils du souci à se faire ? Je vais parler de ce parc d'attractions qui va fleurir d'ici quelques années en région parisienne, dans le Val d'Oise. 6 milliards d'euros, 22 000 emplois à la clé. Le projet de 3 parcs d'attractions dans le département 95 se précise. L'annonce est tombée hier soir. Un nouveau complexe de loisirs qui sera construit près de Cergy-Pontoise. Parc de 50 hectares avec 7 zones thématiques de plus de 30 attractions. 3 parcs qui n'auront pas forcément tous le même thème. Ce sera aux Saoudiens de décider, dit l'Élysée. Le premier parc serait dédié à Dragon Ball Z. Il y aura des restaurants, des hôtels. Ce sera pharaonique. Alors, à l'origine de ce projet, l'Arabie Saoudite et son prince héritier, Mohamed Ben Salman, reçu hier à l'Élysée, ce qui provoque la colère du RN et de Reconquête. Je vous propose d'écouter d'ailleurs Alexandar Nikolic, eurodéputé et porte-parole du RN. Il a réagi à ce projet de parc d'attractions sur France Info ce matin. Je trouve ça un petit peu étrange sur le thème. Vous savez, on est le pays où il y a le plus de touristes au monde, justement parce qu'on met souvent... notre culture est la plus admirée dans le monde, notre histoire. On voit d'ailleurs le succès du Puy du Fou. Peut-être que ça aurait été mieux de mettre en avant, je sais pas, nos grands aviateurs, un parc sur l'histoire de l'aviation avec des attractions par ailleurs, mais pour les faire découvrir de manière ludique, pour faire découvrir on est le pays de l'invention, donc autour de Léonard de Vinci ou de Napoléon. Voilà, alors colère du Rassemblement national, on vient de l'entendre, colère aussi de Reconquête. Les deux partis déplorent qu'Emmanuel Macron n'ait pas privilégié un projet mettant en avant la culture française. Est-ce que Sébastien Ligné, Elliott Maman, vous comprenez ces critiques, Sébastien Ligné ? Je comprends totalement, surtout qu'il y a une double critique. Il y a à la fois une critique adressée envers la thématique du parc. Alors là, en effet, on parle de Dragon Ball Z, mais il y a aussi une critique tout à fait honnête qui doit être faite vis-à-vis du financier. C'est-à-dire qu'on accepte que l'Arabie Saoudite, qui est un des pires pays au monde en termes de respect des droits humains, de liberté de la presse, de droits aux femmes, etc., un pays qui est dans une stratégie de soft power culturelle totalement assumée envers l'Occident, que ce pays-là colonise culturellement la France à des buts politiques, ça me dérange. Tout autant le fait qu'en effet, encore une fois, de la même manière que les Américains l'ont fait avec Disneyland, on met de la culture étrangère en France, on la met en avant et on drape ça d'une couche de regarder, ça crée des emplois pour tenter de faire passer la pilule. Enfin, pardon, le parc Astérix, ça crée des emplois, c'est la culture, on va dire, franco-belge, enfin, la culture traditionnelle de la BD franco-belge. Le Puy du Fou crée des emplois, et là on est clairement dans la tradition française. Et le Puy du Fou crée des emplois sans argent public. Sans argent public. Tout en étant très décrié par notamment une partie de la gauche. Oui, mais enfin, il est élu parc préféré au monde, etc. Donc voilà. Je pense que les spectateurs parlent mieux que ces critiques-là. On aurait très bien pu imaginer un parc thématique sur Napoléon, sur les grandes œuvres françaises. Regardez le succès du Comte de Monte-Cristo, Les Misérables, Si je me fais l'avocat du diable, Sébastien Ligné, le manga, certes, ne fait pas partie de la culture française, mais remporte auprès des jeunes, et on le voit dans les ventes de livres, un énorme succès. Bien sûr. Vous le concédez, mais selon vous, effectivement, ce n'est pas très patriote, c'est ce que vous dites. Déjà, c'est pas très patriote, et si c'était un projet français basé sur la culture manga, à la limite, pourquoi pas, je pourrais entendre. Mais là, c'est la combinaison vraiment entre un projet culturel étranger et un projet financier
étrangers et pas des moindres. Elliot Maman, est-ce que vous comprenez ce débat? Je vais citer quand même Julien Audoul, une honte, un scandale, un saccage, et puis Mathilde Panot pour Reconquête. Pour la France Insoumise, Mathilde Panot, je pense. Effectivement, pardon. Sarah Knafo pour Reconquête, vous avez raison. Emmanuel Macron veut un puits du fou saoudien, c'est ce que dit Sarah Knafo. Est-ce que vous comprenez ces griefs, justement, Elliot Maman? Oui et non, dans le sens où on a toujours eu des investisseurs étrangers qui se sont saisis d'objets plus ou moins dépolitisés en France. D'ailleurs, le parc originel sur lequel l'un des parcs qui a été annoncé, vous savez, celui avec Gargantua, là, était déjà financé par un homme d'affaires saoudien, et c'était dans les années 90. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est plus ou moins constant. Oui, mais le soft power saoudien, Elliot Maman, n'était pas ce qu'il est il y a 35 ans, quand on le compare à aujourd'hui. Là, il faut aussi voir ce qu'on entend exactement par soft power, parce que, et c'est à la limite quelque chose qui me semble particulièrement inquiétant, et Sébastien Ligné l'a plus ou moins ébauché, mais c'est vrai que c'est une manière pour l'Arabie Saoudite de prétendre qu'elle peut s'inscrire dans des mœurs plus ou moins globalisées, apaisées, dépolitisées, alors que en interne c'est un régime d'oppression absolument épouvantable. Et évidemment que le financement de ce type de projet purement loisir tente à nous faire oublier cette dimension-là. Mais ce n'est pas un soft power complet, dans le sens où il ne finance pas quelque chose qui est autour de l'Arabie Saoudite et qui ferait en sorte de nous faire passer très sympathique la condition des femmes en Arabie Saoudite, par exemple. Ce qui reste vrai, c'est que pendant qu'on parle de ces parcs d'attractions, on ne parle pas du journaliste Jamal Khashoggi qui avait été tué et démembré dans une ambassade, vraisemblablement tel que l'avait demandé le pouvoir saoudien. Mais donc c'est pour ça qu'il faut aussi être un peu équilibré. Et puis ce qui est regrettable aussi par rapport au fait que l'on ne finance pas quelque chose qui renvoie directement à la culture française, finalement ça nous renvoie aussi à nous, à nos préférences en tant que consommateurs. Disneyland, c'est la destination touristique la plus visitée de France. 16 millions d'entrées annuelles, par opposition au Puy du Fou, au parc Astérix, qui sont à moins de 3 millions. Donc on voit aussi que nous avons des préférences qui malheureusement ne rencontrent pas nécessairement nos objectifs politiques. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire de notre côté aussi. Alors Sébastien Ligné, l'ambition pour Riyad, donc pour les Saoudiens, c'est de diversifier leur économie. Sauf qu'on le sait, ce type de parc d'attractions peut être rentable, attention, personne ne dit le contraire, mais il faut du temps pour rentrer dans ses frais, vu les sommes engagées. Ce qui renforce donc effectivement cette idée de soft power, parce que je vous pose la question, Sébastien Ligné, l'Arabie Saoudite tente aussi de renforcer son soft power avec notamment le football, et la Saudi Pro League avec les Cristiano Ronaldo, les Karim Benzema. Il y avait également un footballeur français qui s'appelait N'Golo Kanté qui depuis est parti, mais c'est vrai que l'Arabie Saoudite tente d'avoir une influence géopolitique. Premièrement avec le football, et là on le voit avec ce parc d'attractions. Ça va bien au-delà de ce parc d'attractions, Sébastien Ligné. En réalité, ils ont repris les grands éléments du soft power qatari. Souvenez-vous de la fin des années 2000, début des années 2010, qui avait tenté aussi de s'imposer sur le marché occidental à grands coups. Vous parlez de QSI. Donc sur le football, sur le Paris Saint-Germain, mais pas que, notamment dans le milieu d'hôtellerie, etc. À Paris, les Qataris ont beaucoup investi dans l'immobilier. Ils ont tenté de se faire une place et de tenter en effet de faire du soft power avec leurs marques qui appartiennent à l'Émirat. Là, c'est encore pire que ça, parce qu'en effet, on ne parle pas de milliardaires saoudiens. On parle du fonds d'investissement officiel du régime qui gère quasiment 900 milliards de dollars d'investissement et qui, en effet, dans une stratégie de soft power. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle en effet beaucoup du sport, mais pas que. On pourrait parler des événements dits culturels. Ils accueillent de plus en plus de grandes stars qu'ils signent à grands coups de pétrodollars en les faisant venir à Riyad pour donner une bonne image touristique. Ils ont aussi investi à l'étranger, aux États-Unis, dans les combats de boxe, dans l'UFC, dans l'e-sport également. L'e-sport, dans le catch. Ils ont acheté un club anglais, Newcastle. Et à quoi ça sert? C'est qu'à chaque fois qu'ils possèdent une de ces entités, ils peuvent faire de la promotion pour leur pays, notamment pour le tourisme. Vous regardez les matchs de boxe qui sont en partie, ou les matchs d'UFC ou de catch qui sont financés par l'Arabie Saoudite, vous vous retrouvez avec des pubs
pour Riyad, qui vante le régime saoudien et la terre saoudienne en permanence. C'est ça le soft power. Reconnaissez, là vous parliez de l'Arabie Saoudite, reconnaissez que pour le Qatar, force est de constater que ça fonctionne, Sébastien Ligné, avec, il faut l'admettre, le succès du Paris Saint-Germain et c'est vrai un Nasser Al-Khelaifi qui est tout puissant et qui le soft power, c'est une stratégie très ancienne qui fonctionne évidemment toujours. L'Amérique n'est pas devenue la superpuissance mondiale après l'après-guerre simplement par le dollar et par l'armée. C'est aussi devenu une puissance culturelle qui a colonisé culturellement l'Europe grâce à sa culture. C'était une stratégie qui était totalement pensée. Il ne faut pas croire que on parlait de Disneyland. Disneyland, c'est pas juste une petite folie comme ça industrielle. Il y a une vraie volonté derrière de coloniser culturellement l'Europe. Le cinéma hollywoodien n'est pas devenu le plus grand cinéma du monde par hasard. Mais, bien sûr, mais alors là, l'Arabie Saoudite qui colonise, comme vous dites, avec des personnages de manga. Où est le lien? Parce que les mangas sont pas saoudiens, Sébastien Ligny et Elliot Maman. Je pense en effet qu'on peut différencier un soft power culturel d'un soft power financier. Le soft power On culturel, est dans le financier selon vous. Absolument. Le soft power culturel américain a visé à nous habituer, à nous accoutumer aux mœurs américaines alors même que nous n'y vivons pas. Et c'est vrai que d'ailleurs ça a fonctionné pendant une partie des 30 Glorieuses. Notre volonté d'avoir davantage de productivité, c'était notamment de réussir à se financer en Europe un rêve de vie à l'américaine, en gros. Et cela s'est accompagné par exemple les politiques très libérales dans tous les sens du terme, tant d'un point de vue économique que sociétal, telles que décrites dans les œuvres américaines que l'on a reçues en Europe. On a souhaité finalement les adapter en France parce que on s'est dit c'est absolument merveilleux le mode de vie américain. Là, c'est vrai que ce ne sont pas des parcs qui vont viser à nous faire penser que le mode de vie saoudien est quelque chose que l'on devrait adopter. Ce sont des parcs qui visent à nous faire oublier ce qu'est le mode de vie saoudien sur fond de pétrodollars gracieusement investis en France. Vous êtes tous les deux, Elliot Maman et Sébastien Ligné, très sévères et on peut entendre vos diatribes sur le sujet. Simplement, 22 000 emplois à la clé, sans parler du rayonnement qu'aura ce parc d'attractions. Cela ne suffit pas à trouver grâce à vos yeux, alors Sébastien Ligné? Déjà, 22 000 emplois, on n'est pas non plus sur un plan industriel d'extrême ampleur. Ça n'a pas changé l'état du chômage français. Et j'attends toujours entre la promesse d'emploi et le nombre réel d'emplois, le réel bilan, et attends de voir de quel emploi parlons-nous. Si on parle d'emplois précaires, c'est pas exactement la même valeur que de réels 22 000 emplois qualifiés. Et ensuite, on parle des retombées, mais les retombées, elles ne vont absolument pas retomber sur nous. Nous, on aura simplement des retombées purement économiques. C'est-à-dire qu'en effet, on aura un peu plus de gens qui vont venir dans ce pays chaque année, et donc indirectement, on aura plus de recettes commerçantes, etc. Mais enfin, si c'est ça, l'ambition française de devenir une terre d'accueil pour les parcs d'attractions et pour pouvoir se gargariser à chaque fin d'année en disant regardez, on reste la première attraction touristique du monde, mais si en fait cette attraction touristique n'est plus une attraction qui vise à promouvoir la France et à faire venir les étrangers en France pour la France, mais qui vise à faire venir les étrangers en France pour des produits étrangers qui se sont installés en France, c'est pas exactement la même chose. Elliot Maman, d'un point de vue plus politique, le fait qu'Emmanuel Macron ait reçu le prince héritier Mohamed Ben Salman hier à l'Élysée, est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler ou pour vous il n'y a pas de problème à ce sujet? Mais c'est évidemment quelque chose dont on peut parler. On se rappelle d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait été l'un des plus sévères au début de son premier quinquennat par rapport à l'assassinat de Jamal Khashoggi, et puis lui-même avait dit qu'il fallait réintroduire une espèce de morale idéaliste dans les relations internationales. Manifestement là, on absout un certain nombre des péchés de l'Arabie Saoudite, mais il faut aussi reconnaître, et c'était d'ailleurs dans les coulisses le point névralgique de cette rencontre entre Mohamed Ben Salman et Emmanuel Macron, à savoir la situation actuelle au Proche-Orient. L'Arabie Saoudite est en train d'investir énormément d'argent dans la possibilité d'avoir de nouvelles routes pour acheminer le pétrole. Évidemment que ça intéresse la France d'avoir une importance dans ces questions-là. L'Arabie Saoudite sera vraisemblablement en mesure de doubler sa capacité de transport du pétrole sans dépendre du détroit d'Ormuz d'ici à la fin des années 2020, donc d'ici à 2030 si vous voulez. Et la France manifestement intégrera un comité pour avoir sa part dans ces dimensions-là. Donc on y trouve aussi quand même une partie de notre intérêt. L'Arabie Saoudite prépare également la fin du pétrole. Ah bon?
Sébastien Ligné. Ça fait partie, Bien selon sûr. vous, des pistes et des pistes de développement Mais pour il l'Arabie prépare- Saoudite. Il prépare le monde de demain. C'est pour ça, il ne faut pas tomber dans la moraline et croire que les bons sentiments ont leur place dans la géopolitique et la diplomatie. Je pense qu'on doit discuter avec tout le monde, c'est normal, même avec un acteur comme l'Arabie Saoudite, avec qui on peut avoir des désaccords fondamentaux, mais qui est demain, et déjà aujourd'hui, mais demain va devenir un acteur incontournable de la région, mais même un acteur mondial incontournable. Le problème, là où ça me dérange un petit peu plus, c'est dans la manière avec laquelle on fait. C'est-à-dire que, attention, la ligne est tenue entre la promotion et simplement la discussion géopolitique. De la même manière que quand on avait accueilli le président syrien Al-Shara, je trouvais que dans la forme, il y avait quelque chose de presque indécent par rapport à ce que représentait cet homme qui était donc un ancien terroriste islamiste repenti, et je mets des grands guillemets à repenti. C'est toujours la même chose. Discuter, bien sûr, faut se fermer aucune porte. En revanche, l'accueillir de telle manière, se féliciter de telle manière d'un accord sur des parcs d'attractions, encore une fois, on sert un petit peu de marchepied aux intérêts saoudiens. J'aimerais que nous évoquions l'aspect économique parce que, au début des années 90, vous le disiez fort justement, Elliot Maman, quasiment au même endroit, un autre complexe avait vu le jour, Mirapolis, inauguré par Jacques Chirac. On se souvient de la statue de Gargantua, opération qui n'a jamais été rentable. Alors que pensez-vous de l'éventuelle viabilité de ce projet, donc qui va voir le jour, ce projet Dragon Ball Z? Évidemment qu'on ne peut pas complètement le savoir à l'heure actuelle, d'autant qu'on n'a pas tous les détails. Mais enfin, peut-être que les mangas ont en effet une popularité extrême dans la jeunesse française. Je ne sais pas si c'est un atout commercial pour attirer davantage de personnes. Il me semble aussi qu'il y avait eu des véritables difficultés à l'époque de Mirapolis dans la structuration des emprunts qui avaient été faits, parce que finalement, l'investisseur saoudien initial s'était plus ou moins désolidarisé du sujet après une première année où les résultats n'avaient pas été très convaincants. Donc il y a aussi ça, c'est est-ce que l'infrastructure de lancement sera convaincante? Et Mirapolis avait été lancé pour concurrencer Disneyland au moment même où Disneyland arrivait en France. Voilà. Disneyland est arrivé en 92. Exactement. Peut-être également qu'au bout d'un moment, la concurrence n'a pas réussi à faire le jeu. Rapidement, Sébastien Ligné, sur la pertinence économique de ce projet. Bon, déjà, d'un point de vue purement saoudien, on le sait parce que l'histoire des investissements récents saoudiens nous l'ont montré, le retour sur investissement, le profit ne les intéresse pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent dans le foot. C'est pas l'objectif. Non, ils perdent de l'argent dans le foot, ils perdent de l'argent dans le tennis, dans le golf, etc. Ils s'en fichent. On en parlait sur le soft power, c'est un autre intérêt. Ensuite, sur le nôtre, ce qui est étrange, c'est que Dragon Ball Z, en effet, les jeunes lisent beaucoup de mangas, mais on parle de la génération 13-25 ans. Cette catégorie-là... Style Dragon Ball Z, c'est 13-25 ans. Non, c'est pas vraiment la même génération. Moi, j'ai bientôt 30 ans. J'étais déjà un petit peu âgé pour Dragon Ball Z. C'était déjà la fin. En fait, Dragon Exactement, Ball Z. Dragon Ball Z, ça parle plus aux plus âgés. Donc, en effet, attention à ne pas se tromper de cible. Bon, merci à tous les deux. Il est 13h30, vous écoutez Europe 1.